Bien, bonsoir à tous. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue au nom de la Allo Sucre Lieu Vivant pour la Ville Durable. Je remercie la Ligue des droits de l'homme de nous avoir proposé cette année, et c'est inédit et totalement nouveau, un cycle de rencontres pour nous permettre d'échanger sur les liens à établir entre droits du vivant et droits de l'homme. Donc nous sommes très heureux d'accueillir leurs propositions, de vous accueillir, vous, pour débattre, échanger, créer des moments de réflexion sur ces questions cruciales. Et on espère que ce premier cycle inédit cette année se poursuivra au long cours. Voilà, pour nous, Lieu Vivant pour la Ville Durable, ça compte beaucoup de pouvoir accueillir ce type de communauté d'acteurs et d'idées. Donc merci encore d'être venu jusqu'à nous. Et puis je remercie aussi les jeunes du lycée Jean Bart qui sont en section Erasmus, qui sont des jeunes pleins d'idées et de curiosité. Je remercie leur enseignante qui mobilise ces jeunes enfants et futurs jeunes adultes sur des sujets qui ne sont pas évidents aussi à nos côtés à la Allo Sucre. Donc ça fait du bien aussi de croiser ces visages, les vôtres, et de créer des moments comme ça de réflexion collective. Donc bienvenue à vous, bienvenue à Marine, bienvenue à Bruno, et je vous passe la parole. À Lionel, pardon. Lionel Bruno, Valicon. C'est ça. Bernard. Eh bien, merci Delphine. Merci Delphine de cet accueil. Et bonjour à toutes et tous. Et aussi, merci d'être là et merci à ceux aussi qui participent à cet événement en live, donc qui sont avec nous en ligne sur Internet. Merci aussi à la Allo Sucre, évidemment, de son accueil, de son accompagnement pour notre cycle de conférences, donc qui démarre aujourd'hui avec Lionel Brun-Valicon, membre du Bureau national de la Ligue des droits de l'homme et responsable à la Ligue des droits de l'homme du groupe de travail environnement. Merci aussi donc à Marine Izquierdo, qui est, elle, avocate en droit de l'environnement, membre de notre affaire à tous et coordinatrice de l'ouvrage qui vient de paraître, Les droits de la nature, vers un nouveau paradigme du droit du vivant. Et on verra tout ce que ces questions-là peuvent recouvrir au fil de nos échanges. Donc, cycle de conférences, ça veut dire qu'il y en aura d'autres, 3 cette année, une le 27 mai avec Marine Calmet. Marine Calmet est aussi avocate en droit de l'environnement, spécialiste des peuples autochtones. Elle a beaucoup travaillé sur les questions de la montagne d'or en Guyane et contre ce projet pharaonique et imbécile. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Les gardiens de la nature, et elle est présidente de l'association Wild Legal. Donc elle viendra discuter avec nous le 27 mai. Et en septembre, nous espérons que Sarah Vanuxem, auteure de La propriété de la terre, et qui travaille actuellement sur des questions qui nous intéressent bigrement sur le littoral, puisque c'est sur les possibilités de circuler librement confrontés aux crises écologiques. Donc, et par rapport à ce que nous vivons sur la frontière franco-britannique, évidemment que ces questions-là sont importantes. Et puis, il y aura aussi, de façon assurée, là, David G. Bartoli et Sophie Gosselin, qui sont en train de finaliser un ouvrage qui s'appellera La condition terrestre et qui paraîtra en septembre. La condition terrestre est un titre
qui fait référence et écho à un bouquin de Hannah Arendt sur la condition de l'homme moderne. Donc pour poursuivre, d'une certaine façon, les travaux de Hannah Arendt sur les questions qui étaient les siennes au milieu du XXe siècle. Donc, un mot aussi sur la LDH. La LDH est une association qui a un certain âge. Elle a été fondée en 1898 autour de l'affaire Dreyfus et sur les enjeux de l'affaire Dreyfus. Et depuis, elle développe son action dans une dimension et dans une volonté de défendre tous les droits de l'homme pour toutes et tous, et dans un double principe, à la fois d'universalité des droits et d'unicité des droits. Ça veut dire que les droits sont pour tous, partout, où que ce soit, sans aucune distinction et discrimination d'aucune sorte. Et que d'autre part, unicité des droits, cela veut dire que toute attaque à un droit de l'homme est une attaque à tous les droits. Donc, un tout petit mot aussi sur la section de Dunkerque. La section de Dunkerque, elle a évidemment un âge moins ancien que celle de la Ligue des droits de l'homme, mais elle a quand même plusieurs décennies de présence et d'affirmation de la défense des droits sur le territoire dunkerquois. Elle, aujourd'hui, alors on ne va pas en retracer toute l'histoire, aujourd'hui, ses axes d'intervention sont davantage sur la défense des libertés et la lutte contre toutes les dérives autoritaires du régime politique, et en lien avec un bon nombre d'associations sur le territoire, dans le cadre de collectifs ou en lien plus latéral avec elle, sur les questions migratoires, sur l'ensemble des questions migratoires, à la fois sur les questions du soutien, de l'accompagnement de ceux et celles qui veulent séjourner en France et qui veulent un titre de séjour en France, et aussi soutien et participation à l'Interasso qui travaille de façon résolue à soutenir ceux qui cherchent à passer en Angleterre et qui sont là sur la frontière franco-britannique, le plus souvent dans des conditions d'accueil que l'on connaît indignes et très, très, très problématiques. Donc, la LDH est aussi engagée sur Dunkerque dans la lutte contre les discriminations, en particulier dans les quartiers d'habitat populaire, où les discriminations sont bien souvent plus intenses et plus nombreuses qu'ailleurs sur le territoire. Concours de plaidoirie à signaler aussi, parce que c'est un dispositif qui mobilise collégiens et lycéens pour les mobiliser à la défense des droits de l'homme. Et cette année, c'est 2 établissements scolaires qui se sont mobilisés, représentant 74 élèves qui vont défendre les droits de l'homme au cours d'un concours de plaidoirie qui se déroulera le 5 avril sur Dunkerque. Nous proposerons aussi une exposition pour commémorer le 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France en octobre et novembre à la Bib. Et puis la question de l'environnement. L'engagement de la section sur l'environnement est déjà ancien. Elle a entre autres participé activement à soutenir les victimes de l'amiante, et elle participe aussi activement à l'ensemble des initiatives qui se sont développées ces dernières années sur le littoral, sur la défense de l'environnement, les marches pour le climat, etc., etc. Cette année, il nous a semblé important d'affirmer davantage notre engagement sur le champ de l'environnement.
car les changements climatiques, les menaces sur la biodiversité, les risques de submersion marine, la raréfaction et la pollution des ressources indispensables à la vie, la poursuite de projets inutiles, dispendieux, nuisibles, comme le projet Tropicalia dans le Pas-de-Calais, ont des conséquences parfois majeures sur l'exercice des droits de l'homme. Comme l'évoquera Lionel Brun-Valicon, la LDH est consciente que l'environnement est un nouveau front de lutte de la défense des droits. Et elle en fera un élément important de son prochain congrès à Marseille en juin, en proposant une modification de ses statuts qui intègre l'environnement comme un élément majeur, peut-on dire, de la défense des droits. Donc, Lionel et Marine vont intervenir là successivement pendant 15 à 20 minutes chacun. À la suite de cela, nous vous proposons de partager vos questionnements, vos réactions, vos réflexions, et on alternera les échanges entre questions de la salle et questions des internautes. Et je remercie Lionel Thomas de la Halle au Sucre et Sabine Donin, coprésidente de la section LDH, d'assurer cette liaison avec ceux qui nous suivent sur Internet. Lionel ? Oui, merci Bernard. Bonsoir à tout le monde. Alors, je voulais commencer ma présentation par revenir un peu sur l'état des lieux pour la Ligue des droits de l'homme concernant les enjeux environnementaux, climatiques, écologiques, pour voir un peu le chemin parcouru. Alors peut-être simplement faire le lien avec ce qu'expliquait Bernard sur la création de la Ligue. Effectivement, la Ligue s'est créée en parallèle de l'affaire Dreyfus, sur des revendications du droit de la défense, voilà, de quelqu'un qui était innocent, qui était accusé à tort. Assez vite, au début du XXe, elle a étendu ce qu'on appelle son mandat, c'est-à-dire les domaines dans lesquels elle intervient, aux enjeux sociaux, notamment à l'occasion des grèves très dures dans les années 1900, où elle a soutenu des ouvriers en grève. Et effectivement, justement, au départ, elle est entrée dans les enjeux environnementaux par des préoccupations économiques et sociales, donc par l'angle de la façon dont on peut assurer l'effectivité d'un certain nombre de droits sociaux, et donc autour de la thématique du développement durable, qui était à l'époque quelque chose qui se développait. Et donc, elle a créé en son sein un groupe de travail dédié à ces questions, notamment à partir de la COP qui a eu lieu à Copenhague, qui a été un échec en 2009, donc les négociations climat. Et donc, elle a organisé, notamment en 2015, une journée d'études avec l'Université de La Rochelle sur les liens entre développement durable et droit. Alors, on reviendra peut-être sur cette question de développement durable et les raisons pour lesquelles aujourd'hui, c'est un terme qu'on emploie avec beaucoup de précaution. Mais bon, je ne m'y arrête pas pour le moment. Simplement pour dire qu'il y a donc eu une évolution peu à peu qui lui a permis d'articuler davantage son intervention dans les autres champs, donc des droits sociaux, des droits politiques, des libertés publiques, avec les enjeux écologiques, notamment au moment de la COP 21 qui a eu lieu à Paris, donc toujours une négociation climat, et le contexte qui entourait son organisation, avec des interdictions de manifester très importantes. Et alors, ce n'est pas pour ça que la Ligue s'est rapprochée des collectifs qui organisaient disons des marches ou des manifestations en marge de la COP, mais c'est aussi ce contexte qui fait que la Ligue a essayé d'aider pour que les mobilisations puissent quand même se tenir. Voilà, donc ça a engagé une suite de travaux aussi au sein de collectifs, voilà, notamment le collectif qui s'appelle l'Interorga Climat, un certain nombre de partenariats associatifs
qui se sont développés ces dernières années, avec un temps de réflexion important qui a été une université d'automne. Alors en fait, c'est un événement annuel qui est organisé par la Ligue des droits de l'homme, de réflexion sur une thématique en lien avec les droits, et donc de réflexion à la fois universitaire mais aussi militante. Et donc en 2019, cette université d'automne a été consacrée à l'écologie, justice et droits fondamentaux, en partenariat avec les organisations de l'affaire du siècle. Donc je pense que, enfin voilà, dont notre affaire à tous évidemment. Voilà, donc il y avait une réflexion qui était conduite aussi sur les mobilisations, les nouvelles mobilisations en faveur des enjeux climat, et aussi déjà des enjeux sur la question des droits des entités non humaines, donc les droits de la nature. Au sens large. Et voilà, et effectivement, comme le mentionnait Bernard, cette année, on arrive au bout d'une période de travail, puisque l'idée est de proposer au Congrès de la Ligue des droits de l'homme, qui se réunit tous les 2 ans, une résolution qui fasse évoluer son mandat pour intégrer directement l'environnement et l'écologie. Alors, ce que je voulais commencer par évoquer, c'était les enjeux pour la Ligue des droits de l'homme, donc dans la réflexion sur ce que sur ce qu'est la défense des droits et des libertés par rapport aux enjeux environnementaux. Donc la première étape, c'est d'appréhender les liens qui peuvent être entretenus entre l'exercice des droits et des libertés et la préservation de ce qu'on appelle l'environnement. Alors un point de départ qui d'ailleurs est dans l'invitation à l'événement, c'est l'extrait de débats au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui mettait en avant le fait que les dégâts causés à l'environnement pouvaient avoir des effets négatifs directs et indirects sur l'exercice effectif de tous les droits de l'homme. Donc c'est l'idée que l'ensemble des droits peuvent être affectés par des dégâts qui ne les affectent pas forcément, directement dans un premier temps, mais qui sont causés à l'environnement. Entre autres ce constat qui fait que la Ligue est amenée à combattre plus directement, de plus en plus directement, les atteintes à l'environnement. Alors la notion d'environnement, elle peut être aussi discutée de la même manière que la notion de développement durable, parce qu'elle place, disons, l'être humain au centre avec quelque chose qui l'environne. Bon, c'est comme ça que s'est développée, disons, la matière juridique sur les enjeux écologiques. Donc, on fait référence à l'environnement de manière relativement courante. Après, il y a d'autres terminologies qui sont peut-être plus satisfaisantes pour la préservation des écosystèmes, indiquer que l'être humain appartient au milieu. Voilà, ça, c'est des terminologies, mais simplement, bon, moi, je vais utiliser quand même aussi le terme environnement, qui est quand même très, très utilisé sur le. Alors, ce qui est important de voir aussi, c'est que on fait face à un certain nombre de défis qui concernent l'humanité dans son ensemble et qui amènent à concevoir le futur de l'exercice des droits au prisme d'un environnement qui se dégrade. Alors, c'est ce que j'évoquais. Donc, l'environnement, c'est quelque chose qui peut être défini comme un ensemble d'interactions entre des organismes vivants, dont les humains et leur milieu, et qui est susceptible de déséquilibre. Et c'est ce qu'on voit avec, je parlerai, avec les changements climatiques, l'atteinte des limites planétaires. On doit voir aussi, c'est de plus en plus présent dans le débat public, même si en fait ça s'est engagé à partir de l'ère industrielle, enfin, point de vue qu'on adopte, mais on est entré dans une ère géologique qui est l'Anthropocène, où l'humanité est devenue la principale force d'évolution des écosystèmes, donc qui fait créer des déséquilibres dans le système. Et ces risques de dégradation de l'environnement posent des questions de fond sur. Alors, Bernard parlait de l'universalité des droits
que défend la Ligue, mais aussi des questions d'intangibilité des droits, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, on peut imaginer la défense des droits de toutes et tous et qu'à un autre moment, eh ben, ça n'est plus assuré. Et notamment le fait que dans un monde qui se réchauffe à plus de 2 degrés, par exemple, la question d'assurer les droits de toutes et tous est posée directement. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas du tout envisagé au moment où la Ligue s'est créée. C'est vraiment quelque chose qui, en profondeur, change la façon de voir le mandat d'une organisation de défense des droits. Et puis aussi la question de la non-hiérarchisation des droits, qui est autre principe. Le risque, c'est que devant l'ampleur des dangers liés au changement climatique et à la Terre, le fait de sauvegarder la vie, sauvegarder l'espèce humaine, passe avant d'autres droits et que du coup, un certain nombre de populations fragilisées ne puissent pas exercer leurs droits. Donc, il y a un choix qui soit fait et qui permette pour sauvegarder, disons, l'espèce humaine de faire des choix autoritaires et attentatoires aux droits de façon systématique. Alors, par rapport à ça, peut-être simplement, je vais être rapide, la façon dont on peut concevoir les enjeux écologiques à la Ligue, c'est nécessairement en lien avec les enjeux de solidarité. Pour la Ligue, c'est la façon dont on entre dans ces sujets. L'impératif de justice sociale s'étend aux politiques qui sont menées en matière environnementale et climatique. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le fait qu'il y a une inégalité de départ dans le rapport des populations aux atteintes de l'environnement, c'est-à-dire que les populations, par exemple, les plus riches, provoquent des dégâts plus importants, ont une empreinte écologique plus importante. Pour autant, c'est les populations pauvres qui subissent davantage les conséquences des atteintes faites. D'ailleurs, c'est un des éléments, mais c'est un des éléments qui a été mis en avant dans des recours comme la FUCI. Et par ailleurs, il est important que les mesures qui sont prises pour remédier à des atteintes ne soient pas conduites à aggraver encore la situation. C'est-à-dire que prennent des mesures de des mesures qui ont vocation à, par exemple, limiter les émissions de gaz à effet de serre et qu'elles soient contraires à l'égalité sociale. Donc, c'est une fiscalité écologique qui s'applique en premier lieu aux personnes pauvres. Voilà, typiquement, c'est des enjeux qui étaient à la base du mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, toujours dans cette idée de lien entre écologie et solidarité, c'est que ce sont les tensions, ce sont les retards qui ont été accumulés dans des politiques climatiques et environnementales ambitieuses qui ont créé, dernière période, des tensions accrues sur les droits de l'homme. Alors, on doit voir par exemple que la mobilité humaine contrainte forcée s'est accrue du fait d'atteintes au milieu, y compris et par ailleurs, le fait de ne pas prendre de mesures permettant de faire face aux enjeux de réchauffement climatique, donc par exemple, faire évoluer les activités productrices d'énergie pour limiter les émissions de CO2, donc ça veut dire de plus exploiter les fossiles tels qu'ils le sont aujourd'hui. Ça nécessite d'anticiper la façon dont les personnes qui travaillent dans ces domaines d'activité vont pouvoir travailler ailleurs, pouvoir se reconvertir. Et justement, il y a eu plusieurs moments où on a reculé devant la mise en œuvre de mesures ambitieuses parce qu'on n'avait pas anticipé les conséquences sociales. Voilà, il y a un côté irréaliste à ne pas prendre de mesures anticipatrices en la matière. Alors, il y a aussi quelque chose qui est intéressant avec l'enjeu, c'est que dès lors qu'on considère qu'il faut que
d'intérêt général soit prise en intégrant cette donne environnementale et écologique, il faut davantage réguler les marchandes, puisque ce sont des forces qui conduisent à une exploitation des ressources naturelles finies qui se poursuit sans véritable frein et qui porte des atteintes répétées par la même occasion aux droits des individus, c'est-à-dire que l'exploitation des ressources naturelles et est souvent croisée. Alors face à cela, pour la Ligue, on peut définir des nouveaux droits à défendre liés aux enjeux environnementaux. Alors, peut-être revenir rapidement sur les progrès récents qui ont été faits dans la définition du droit à un environnement sain. Alors, c'est d'abord une notion qui a été dégagée dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en Europe, à partir notamment de 2009 et de l'arrêt de la Cour Tatar contre Roumanie, qui en fait reliait la nécessité de pouvoir jouir d'un environnement sain et protégé à la vie privée et familiale, qui est un des droits dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme d'Europe. Donc ça c'est quelque chose qui existe dans le droit européen depuis maintenant. Et alors, au niveau international, il y a eu une étape importante en fin d'année dernière avec la reconnaissance du droit à un environnement sain, propre et durable par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans une résolution. Suivre son chemin avec d'autres résolutions par d'autres instances. Ce qui est intéressant de voir, donc il y a d'autres adjectifs qui sont ajoutés à environnement sain. Alors bon, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, je ne vais pas être trop long, mais notamment le caractère durable qu'on a aussi dans le développement durable, ça peut être quelque chose qui permet de représenter le fait que c'est droit qui doit être accessible non seulement à des bénéficiaires actuels, mais aussi à des bénéficiaires futurs. D'intégrer souvent les générations, sans forcément d'ailleurs, et comme une personne à part. Et ce droit à un environnement sain, il peut être à la fois individuel, c'est-à-dire qu'il est exercé dès lors que les droits d'une personne sont atteints, mais aussi de manière collective pour faire valoir des intérêts en lien avec la défense de l'environnement. Alors, évidemment, la question se pose, on reconnaît un nouveau droit. La question qu'on se pose notamment à la Ligue des droits de l'homme, c'est est-ce qu'il est effectif? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel les personnes peuvent compter pour se défendre? Alors, évidemment, on voit qu'il y a aujourd'hui quand même encore énormément de sujets qui peuvent fâcher sur ce plan, avec beaucoup d'obstacles en fait à la possibilité de jouir d'un environnement sain. Puisque là, j'ai listé quelques éléments, mais le fait qu'on continue à avoir des modes de consommation pesant sur l'écosystème en lien avec des exploitations économiques majeures de l'environnement, ça continue à créer, disons, un cycle dans lequel l'environnement. Alors, pour conduire vers une effectivité de ce droit à un environnement sain, on peut considérer qu'il faut que les outils de la démocratie environnementale soient davantage déployés. Alors ça, c'est des outils qui existent aussi dans le droit, et la France est partie à une convention qui s'appelle la Convention d'Aarhus, qui est une convention régionale européenne, et qui prévoit notamment la possibilité de participer à la décision publique en matière environnementale, le fait d'avoir l'information par des pouvoirs publics en la matière, et aussi l'accès à la justice. Et donc ça, c'est des éléments qui permettent que le droit à un environnement sain puisse être rendu davantage effectif. Alors, justement, dans cette mise en œuvre du droit à un environnement sain, les questions qui se posent, c'est notamment comment est-ce qu'on matérialise les responsabilités humaines par rapport au commun environnemental. Alors, ce qu'on voit avec le changement climatique et aussi
la prévalence des maladies d'origine animale, zoonoses comme 19, on voit qu'il y a un changement d'échelle dans la façon dont l'humanité interagit avec son environnement et les risques de déséquilibre des écosystèmes. Alors, une question qui se pose immédiatement, c'est comment est-ce que l'humanité peut préserver des grands biens communs qui sont nécessaires à toute vie, pas nécessaires, disons l'équilibre n'est pas nécessaire à la planète en manière abstraite, planète de société, mais nécessaire à l'humanité. Et donc, ces limites planétaires, donc, qui sont à la fois un climat stabilisé, une biodiversité suffisamment riche, voilà, puis la question de taux d'acidité des océans, etc. Venir. Voilà, ce sont des limites qui sont en train d'être atteintes les unes après les autres, et la question de leur préservation, évidemment, se pose de façon directe. Et une autre façon de voir la question, c'est le maintien de potentialités de bien-être et de santé communes à l'ensemble du vivant. Donc, plus simplement l'humanité, mais voir que l'interdépendance des vivants fait que l'humanité a elle-même besoin de s'assurer qu'il y a un équilibre dans la façon dont elle interagit avec. Alors pour ça, on peut considérer qu'il y a une nécessité de créer de nouveaux lieux de représentation, de participation et de responsabilisation. Et ça peut notamment passer par la reconnaissance de formes de propriété collective que sont les communs. Alors l'idée d'un commun, c'est de partir de la reconnaissance de ce qui est bien commun. Donc ça peut être, par exemple, assez concrètement, un cours d'eau, ça peut être phréatique, enfin voilà, des choses qui permettent à une communauté humaine de subsister. Et en fait, le fait que la communauté humaine se pose la question de la conservation, de la préservation de ce bien commun, aboutit à créer un commun. Donc c'est la façon dont cette collectivité crée lien avec ce bien commun. Et donc cette communauté peut définir des règles de jouissance et sanctionner les abus de jouissance d'autres. Et tout ça pour dire que par cette technique des communs, il est possible, alors ça, c'est forcément, mais que des responsabilités face à des biens communs environnementaux s'exercent comme des objets de droit. C'est-à-dire qu'on crée des obligations qui ne sont pas forcément liées à personne. Il n'y a pas besoin de créer une personne juridique, mais on crée des obligations qui s'exercent face à ce qu'on décrit comme étant un objet de droit. Cette technique peut exister, notamment parce qu'on peut considérer que le fait de consacrer des personnalités publiques peut avoir. Voilà. Et alors, simplement pour exprimer aussi le fait que la défense de ces de communs environnementaux doit se faire donc dans des espaces territoriaux multiples. Là, on parlait de limites planétaires, donc c'est global. Il y a aussi des enjeux locaux, donc forcément liés à l'échelle en particulier. Et donc, ça entraîne des cercles de décision et de société qui sont divers. Alors, peut-être simplement pour terminer, mentionner l'autre enjeu qui est au-delà de la réflexion, mais qui a déjà été développé ces dernières années, c'est le fait que sur les enjeux environnementaux, la Ligue des droits de l'homme joue aussi un rôle de vigie des libertés et de la démocratie, en défendant les lanceurs d'alerte, des militantes et militants qui sont intimidés ou harcelés parce qu'ils essaient d'informer sur des atteintes qui sont faites en France récemment, ces années, un certain nombre de cas de harcèlement et de mise à disposition de moyens publics pour mettre en difficulté des militants environnementaux.
c'est pas forcément directement une forme de pression des militants environnementaux. Ça peut aussi passer par des procédures judiciaires intentées par... Mais ce qu'on voit, c'est que globalement, le rôle qui est joué par les défenseurs des droits en matière d'environnement peut être non plus difficilement c'est alors que c'est quelque chose qui a une dimension très importante justement de la expertise scientifique et citoyenne sur les enjeux environnementaux et évidemment un des attributs d'une démocratie environnementale. Et alors au-delà de la situation en France, évidemment les défenseurs des droits en matière sont souvent victimes de, voilà, alors simplement pour terminer peut-être sur une note positive, on doit voir aussi que les dérives autoritaires en la matière, ici l'avènement d'une débat qui soit serein, sont contrebalancés quand même par des ouvertures récentes d'accès à la justice en matière environnementale en matière du siècle, d'avancer sur cette question, connaître des principes de préservation de l'environnement et de préjudice écologique du fait de l'aspect. Voilà pour ma présentation. Merci Lionel. Ouais, je vais commencer si on... Est-ce qu'en régie, Olivier, vous pouvez mettre le PowerPoint suivant? Non. Bon. Personne. Il est sur l'ordinateur. Si... faut qu'on aille le mettre nous. C'est parfait, merci. Merci Lionel. Voilà. Mon support va être beaucoup plus sommaire que celui de Lionel, parce qu'au début, vu qu'on se partage la parole, j'avais prévu de parler un quart d'heure, et donc je m'étais dit que je ne ferais pas de support, mais on m'a dit que c'était quand même mieux pour que le public suive, donc j'ai fait ça rapidement juste avant. Donc Marine Izquierdo, peut-être pour vous présenter l'association Notre Affaire à tous, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes une association qui a été créée en 2015 et qui agit via 3 axes d'action. Donc, un premier axe qui est tout ce qui est contentieux, action en justice, avec l'affaire du siècle que Lionel a mentionné, qui est ce recours contre l'État français pour une action climatique que nous avons gagné l'année dernière devant le tribunal administratif de Paris. On a également d'autres actions en cours contre Total, contre le groupe Casino pour déforestation illégale en Amazonie colombienne et brésilienne, au titre de la loi sur le devoir de vigilance, parce que Casino vend de la viande de bœuf qui provient de cette déforestation illégale de l'Amazonie colombienne et brésilienne. Donc ça, ce sont des actions qu'on a en cours. On a également un groupe recours locaux qui assiste des collectifs locaux pour s'opposer à des projets polluants et inutiles, comme des fermes-usines, des centres commerciaux, des extensions d'aéroports. Donc voilà pour le premier axe. Un deuxième axe qui est éducation-sensibilisation, où on a des boîtes à outils, on fait des interventions dans les écoles, les lycées, pour sensibiliser à ces enjeux. Et puis un troisième axe, plaidoyer pour un nouveau droit adapté aux limites planétaires, dans lequel on retrouve notamment la reconnaissance du crime d'écocide et la reconnaissance des droits de la nature, dont je vais vous parler juste après. Donc voilà pour la présentation sommaire de l'association. Je vais maintenant... Voilà le plan que je vais suivre. Donc déjà, vous faire un rapide état des lieux. Ensuite, vous parler du droit à un environnement sain comme faisant partie des droits humains. Mais là-dessus, comme Lionel en a déjà parlé, je vais passer très rapidement dessus. Et ensuite, les solutions qu'on propose pour mieux protéger le vivant avec le droit, l'écocide et les droits de la nature. Sur l'état des lieux, donc, tout d'abord le rapport 2020 de l'IPBES, qui est cette plateforme intergouvernementale de la biodiversité, estime qu'environ 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction, notamment au cours des prochaines décennies, ce qui n'a jamais eu lieu auparavant dans l'histoire de l'humanité.
Depuis 1900, l'abondance moyenne des espèces locales dans la plupart des grands habitats terrestres a diminué d'au moins 20% en moyenne. Plus de 40% des espèces d'amphibiens, près de 33% des récifs coralliens et plus d'un tiers de tous les mammifères marins sont menacés. 41% d'espèces d'insectes aussi sont en déclin. Et le WWF explique qu'entre 1970 et 2016, 68% de la faune sauvage a disparu. Enfin, disons plutôt que l'homme a détruit 68% de la faune sauvage. Il faut dire ce qui est, les espèces n'ont pas disparu comme ça. Et ça, c'est selon l'indice Planète Vivante de 2020. On a également 5 des 9 limites planétaires qui ont été dépassées. Enfin, la cinquième, c'était récemment, dont l'érosion de la biodiversité, le climat, l'utilisation des sols. Les limites planétaires, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, ce sont ces grands ensembles interdépendants les uns des autres qui conditionnent la durabilité et la stabilité de la vie sur Terre. Et donc pour chacun de ces 9 grands ensembles, donc le climat, la biodiversité, l'acidification des océans, les polluants atmosphériques, il existe des seuils, des limites à ne pas dépasser. Et donc nous, on en a déjà dépassé 5 sur 9, ce qui est vraiment énorme. Ensuite, lors de son discours historique sur l'état de la planète, le 2 décembre 2020, le secrétaire général des Nations Unies a fait un constat qui commence ainsi. Pour le dire simplement, l'état de la planète est brisé. Chers amis, l'humanité fait la guerre à la nature, c'est suicidaire. Et même l'ONU, qui pourtant n'est pas très alarmiste et a tendance à minimer les choses, nous dit que notre viabilité en tant qu'espèce sur Terre est menacée. On est donc dans la 6e extinction de masse qui est en cours, pour reprendre les termes d'Aurélien Barraud, d'extermination délibérée de la vie sur Terre, puisqu'à la différence des extinctions de masse précédentes, là c'est nous, humains, qui en sommes à l'origine. Donc voilà pour pour cet état des lieux. Et donc j'en viens donc maintenant sur la deuxième partie, qui est le droit environnement sain comme faisant partie des droits humains, parce que c'est vraiment important d'insister là-dessus, pour ensuite comprendre la transition après sur écocide et droits de la nature. Mais donc, le lien entre environnement sain et droits humains a été clairement affirmé par les Nations Unies ainsi que par le Conseil de l'Europe. Donc, Lionel le disait, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution visant à inscrire explicitement le droit à un environnement sain dans la Convention européenne des droits de l'homme pour ancrer le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable. Et également, le Comité des droits de l'homme, de son côté, le Conseil des droits de l'homme a adopté 2 résolutions importantes le 8 octobre 2021, dont une qui reconnaît le droit à un environnement sain comme faisant partie des droits humains. Par ailleurs, le Comité des droits de l'homme, qui reçoit de nombreuses plaintes d'individus relatives au non-respect par les États parties du pacte international relatif aux droits civils et politiques, a également eu l'occasion de rappeler, dans ses observations générales, là je vous cite, que la capacité des personnes de jouir du droit à la vie, et en particulier de la vie dans la dignité, dépend des mesures prises par les États parties pour protéger l'environnement contre les dommages et la pollution. Et par ailleurs, le droit au respect de sa vie privée, familiale et au domicile, qui est énoncé à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, repose également sur le droit à un environnement sain. Et c'est ce raisonnement qui a été repris par la Cour suprême des Pays-Bas dans l'affaire Urgenda. Et l'argument du droit à la vie a par ailleurs été utilisé par les associations co-requérantes dans l'affaire du siècle. Donc voilà pour le lien. Et donc face à ce constat, il est vraiment urgent de repenser notre rapport en vivant et d'instaurer des relations plus harmonieuses entre l'humain et la nature, et qui soient aussi plus respectueuses des droits fondamentaux de l'humanité. Et pour ça, 2 propositions, donc reconnaître le crime d'écocide et reconnaître les droits de la nature. Alors, auparavant déjà, peut-être un constat, c'est que le droit de l'environnement actuel est insuffisant parce que déjà il est très complexe, il est éparpillé dans plusieurs codes, le code de l'environnement, le code de l'énergie, le code de l'urbanisme, le code forestier, et puis il fonctionne par renvoi, donc c'est fractionné, donc ce qui fait qu'il est très illisible à la fois pour les avocats, pour les justiciables et puis même pour les magistrats. Ensuite, il manque d'effectivité, c'est-à-dire qu'on manque de moyens humains et financiers pour constater et poursuivre les infractions. Également,
Oui, manque d'effectivité. On a environ 3000 qualifications d'infractions environnementales qui existent, mais seulement une centaine sont appliquées. Et au niveau international, il existe environ 500 traités environnementaux, mais on voit bien que on multiplie à chaque fois les traités, mais on en est toujours au même point. Donc il y a d'une part, oui c'est ça, ce manque d'effectivité, et en même temps, il n'existe pas d'infraction de crime environnemental. Et c'est ce qu'on propose donc avec l'écocide, reconnaître le crime d'écocide pour mieux encadrer et réguler l'activité des multinationales dont les activités polluent et détruisent la planète. Donc je vais revenir sur ce crime. Donc l'écocide, ça désigne déjà un dommage grave, étendu et durable commis contre l'environnement et portant atteinte à la sûreté de la planète. Ça vient du grec oikos, qui veut dire la maison, et du latin cadere, qui veut dire tuer. Donc ça signifie littéralement tuer notre maison commune, la Terre. Ce terme a été employé pour la première fois par le biologiste américain Arthur Galston en 1970 pour qualifier les ravages qu'avait fait l'agent orange durant la guerre du Vietnam. L'agent orange qui a été utilisé donc par l'armée états-unienne, qui a ravagé 20% des forêts vietnamiennes et qui maintenant, même 3 générations après, donne naissance à des bébés qui sont mal formés. Donc Galston a utilisé ce terme pour la première fois. Ce terme a été utilisé pour la première fois en 1970 par Arthur Galston et a été repris en 1972 par le Premier ministre suédois Olof Palme lors de son discours d'ouverture durant la conférence de Stockholm, pour également parler de ces ravages de l'agent orange. Et donc depuis ça, plusieurs États ont commencé à reconnaître le crime d'écocide, dont des pays de l'ex-URSS. Et maintenant, depuis ça, de plus en plus de voix se font entendre pour reconnaître le crime d'écocide au niveau international comme 5e crime aux côtés du crime de génocide, du crime d'agression, du crime de guerre. Et le 4e, j'aime bien, agression, crime de guerre, crime contre l'humanité. Enfin bon, pour en faire un 5e crime autonome, donc pour modifier le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale. Et récemment, on a eu, oui, il y a crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de guerre et crime de génocide. Et donc, on aurait un 5e crime qui serait le crime d'écocide. Voilà. Donc, l'idée, c'est de modifier le statut de Rome qui fonde la Cour pénale internationale pour reconnaître ce 5e crime. L'année dernière, la fondation Stop Écocide a proposé une nouvelle définition de l'écocide, mais sachant qu'à chaque fois, on s'entend sur le fait que c'est un dommage à nouveau grave, étendu, durable, commis contre l'environnement et qui porte atteinte à la sûreté de la planète. On pense donc à l'agent orange que j'ai mentionné. On peut penser également au chlordécone aux Antilles. 95% des habitants sont affectés et les sols vont être pollués pendant 700 ans. Donc quand on parle d'écocide, c'est vraiment très très étendu, très durable. C'est vraiment différent d'une marée noire ou d'une forêt qu'on va couper. C'est d'un dommage très grave. Au niveau européen, donc, il y a également des pays qui se mobilisent pour essayer de le reconnaître. Et le Parlement belge, l'année dernière, est devenu le premier pays d'Europe à demander la reconnaissance de l'écocide, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. En France, vous en avez certainement entendu parler, mais donc, notre affaire à tous milite depuis de nombreuses années aux côtés de 2 associations comme White Legal pour reconnaître le crime d'écocide. Et cette proposition avait été reprise par la Convention citoyenne pour le climat. Sauf que finalement, la notion a été dévoyée par le gouvernement. On voulait un crime d'écocide qui reprenne tout l'historique qui existe au niveau de la CPI. Et finalement, le gouvernement en a fait un simple délit, mais il n'a rien créé de nouveau parce que, en fait, ce délit d'écocide est présenté comme une simple aggravation de délits déjà existants dans le Code de l'environnement. Donc il n'y a rien qui a été inventé, ça a complètement dévoyé la notion, et c'est pour ça qu'avec notre affaire à tous, on avait demandé à l'époque au gouvernement, aux parlementaires, d'au moins retirer le terme d'écocide du projet de loi pour ne pas porter à confusion et ne pas desservir la cause au niveau international. Mais bon, ils nous ont pas écoutés. Voilà pour ce que je pouvais vous dire sur l'écocide. Donc à suivre, il y a une journée de mobilisation la semaine dernière, justement dans différentes villes européennes, pour justement continuer ce plaidoyer en faveur de la reconnaissance du crime d'écocide au niveau international et puis national. On revient maintenant aux droits de la nature. Voilà. Les droits de la nature, déjà, qu'est-ce qu'on entend par droit de la nature? Eh bien, c'est reconnaître à des écosystèmes
à des entités naturelles le droit d'exister, de se maintenir, de régénérer ses cycles vitaux et de se défendre en justice en leur octroyant une personnalité juridique. Parce que comme j'expliquais, le cadre réglementaire est insuffisant et il est profondément anthropocentré. Lionel expliquait qu'on est maintenant dans l'ère de l'anthropocène et justement c'est très anthropocentré où on se rappelle les propos de Descartes, l'homme est à la fois maître et possesseur de la nature. Voilà, c'est ça. Le droit de l'environnement aussi, c'est dans une certaine mesure un droit à polluer. On va vous autoriser à rejeter tant de pourcentage de particules fines, à rejeter tant de litres d'eau usée dans les rivières. Donc c'est un peu ça dans l'environnement. Et nous, avec ce qu'on veut avec les droits de la nature, donc c'est reconnaître des droits à ces écosystèmes, reconnaître leurs valeurs intrinsèques et reconnaître les liens d'interdépendance entre les humains et la nature et les non-humains. En août 2016, le secrétaire général des Nations Unies a lui-même reconnu que les lois en vigueur relatives à l'environnement sont inefficaces en raison de leur fondement conceptuel. Et c'est parce que ces lois scindent les écosystèmes en entités distinctes, avec une approche incompatible avec le fait qu'ils sont étroitement liés et interdépendants. Et donc, il propose que la planète ne soit plus considérée comme un objet inanimé exploitable, mais comme notre foyer commun, lieu vivant dont la santé est soumise à de multiples dangers. Et donc, ce processus nécessite de repenser entièrement notre interaction avec la nature et d'intégrer la jurisprudence de la Terre, c'est-à-dire les droits de la nature, dans la législation, l'éthique, la politique et les pratiques, en entretenant une attitude de respect et de déférence profond envers la Terre et ses cycles naturels. Les droits de la nature aussi, il faut savoir que ça existe depuis longtemps parmi les peuples autochtones, ça découle de leur cosmovision, mais en Occident, tout a commencé avec l'article fondateur de Christopher Stone, « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider », écrit en 1972. À l'origine, on avait Christopher Stone a écrit cet article à la suite d'une affaire qui opposait la société Walt Disney à une association de protection de l'environnement, le Sierra Club. Parce que la société Walt Disney avait pour projet de construire une station de sport d'hiver, un resort, dans une vallée de séquoias millénaires en Californie, la vallée Mineral King, donc, qui est célèbre pour ses séquoias millénaires. Et donc l'association Sierra Club a été attaquée en justice, a gagné en première instance, puis la société Walt Disney a fait appel, et en appel, les juges ont donné raison à Walt Disney et ont dit que l'association n'avait pas d'intérêt à agir. Et donc l'association a été voulu se pourvoir en cassation, et c'est à ce moment-là que l'article de Christopher Stone est arrivé, parce que constatant cette impasse juridique, Christopher Stone s'est dit, si l'association se voit refuser le droit d'agir en justice, si on considère qu'elle n'a pas d'intérêt à agir en justice, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne reconnaîtrait pas aux arbres le droit de plaider? Est-ce qu'on ne leur reconnaîtrait pas une personnalité juridique? Et donc, il a fait tout cet argumentaire autour de ça. Au final, la Cour suprême des États-Unis a quand même donné raison à la société Walt Disney, mais parmi les 9 juges qui composaient la Cour suprême, 3 ont rendu une opinion, ce qu'on appelle une opinion dissidente, et parmi eux, le juge Douglas, qui a considéré, je vous le lis, il a considéré que le souci public contemporain de protéger l'équilibre écologique de la nature devrait conduire à conférer aux objets environnementaux le droit d'agir en justice pour leur propre préservation. Donc en fait, le juge Douglas a repris les arguments de Stone dans son opinion dissidente. Sachez qu'au final, la société Walt Disney a été découragée par tous ces procès, le temps perdu et les investissements, et a finalement abandonné le projet. Pour la petite histoire. Au niveau de... Voilà, attendez, je me suis trompée de diapo. Non, c'est bon. Conciliation, donc, droits humains et droits de la nature. Parce que ça, c'est aussi, on s'est aperçu que parfois les opposants aux droits de la nature estiment qu'on pense que les droits de la nature sont supérieurs aux droits humains, alors qu'en fait, il ne faut pas penser en termes de rivalité, mais en termes de complémentarité. En fait, il appartient de toute manière à chaque fois au juge saisi de rechercher un équilibre entre les droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime. Et cette mise en balance des droits, par exemple droits humains, droits de la nature, trouve d'autant plus d'écho dans le cadre d'une société démocratique qui doit être engagée dans la transition écologique, qui est une dimension supplémentaire que le juge devrait prendre en compte dans son raisonnement.
Il faut savoir que le Conseil constitutionnel a déjà eu à se prononcer sur cette mise en balance, sur la conciliation entre protection de l'environnement et liberté d'entreprendre, par exemple, en jugeant que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle qui peut justifier des atteintes à la liberté d'entreprendre. Donc tout ne peut se résumer à la liberté d'entreprendre. Et on a également un très bel exemple en Allemagne de la Cour constitutionnelle allemande qui s'était prononcée sur la loi climat le 24 mars 2021. Et donc cette Cour constitutionnelle allemande a jugé que la loi climat allemande n'était pas conforme aux droits fondamentaux en fondant en partie sa décision sur l'article 20A de la Constitution allemande qui est relatif à la protection des fondements naturels de la vie et des animaux pour les générations futures. Et j'en viens, ouais, pareil, c'était pas sur le PowerPoint, mais les droits de la nature comme condition d'exercice des droits humains, donc ça découle de ce que je viens de dire. Si la nature n'est pas protégée efficacement, alors inéluctablement, les droits humains ont à en pâtir. Et d'ailleurs, dès la fin des années 80, le juriste suisse Jörg Lembacher, si je prononce bien, constatait qu'en assurant des droits à la nature, on consolide par la même occasion le droit à l'existence des êtres humains eux-mêmes. Parce que on le voit bien, avec les droits de la nature, on contribue à mieux préserver l'environnement et donc à renforcer les droits humains, comme l'expliquait Lionel. Donc la personnification de la nature peut apparaître comme une nécessité quand il souligne l'interdépendance de l'homme et de la nature. À l'heure actuelle, donc, on a plus d'une vingtaine de pays ont reconnu les droits de la nature, que ce soit par la voie constitutionnelle, législative ou jurisprudentielle. Constitutionnelle comme en Équateur dès 2008, législatif comme vous avez entendu certainement parler de ces exemples emblématiques, le fleuve Wanganui en Nouvelle-Zélande, le fleuve Atrato en Colombie, et jurisprudentielle. En France, en Europe, c'est beaucoup plus timide, les droits de la nature, c'est en train d'arriver, mais on a eu 2 beaux exemples en France avec la déclaration des droits du fleuve Tavignano en Corse qui a été proclamée le 29 juillet dernier et la déclaration des droits de la tête dans les Pyrénées-Orientales qui a été proclamée en novembre dernier. On a également un très bel exemple avec la Mar Menor en Espagne, où c'est une initiative législative populaire qui a été mise en place pour reconnaître la personnalité juridique à la Mar Menor, qui est la seconde lagune de mer salée d'Europe. Et cette initiative législative populaire a récolté les 500 000 signatures nécessaires pour pouvoir être étudiée par le Parlement espagnol. Donc là, c'est en cours. Donc on voit que le mouvement des droits de la nature est en train de grandir dans le monde et arrive en Europe et en France. Enfin, pour voilà, petit moment de publicité, notre affaire à tous a publié un livre qui s'appuie, ça fait suite à 2 ans de travail, de recherche, d'expertise sur les droits de la nature, publié le 2 mars dernier aux éditions Le Pommier. Et donc ce livre se présente en 2 parties. Une première partie un peu théorique qui met en perspective les droits de la nature avec des grands thèmes comme droits de la nature et accès à la justice environnementale. Lionel parlait de la Convention d'Aarhus qui garantit l'information et la participation du public, également l'accès au jugement environnemental. Et bien justement, cette Convention d'Aarhus, elle est défaillante. Et donc on explique en quoi les droits de la nature permettraient, quand on nomme des représentants qui peuvent ensuite agir en justice au nom de l'entité naturelle, en quoi ça pourrait être une solution à cette défaillance. On parle aussi des associations de protection de l'environnement. Certes, elles existent déjà, elles peuvent défendre les intérêts de la nature. Maintenant, pour pouvoir agir en justice, il faut bénéficier d'un agrément de protection de l'environnement. Cet agrément de protection de l'environnement, il n'est pas facile à obtenir. En 6 ans, le nombre d'associations agréées a été divisé par 5. Donc, en fait, les associations sont soumises à des contraintes procédurales qui ne leur permettent pas de défendre pleinement les intérêts environnementaux qu'elles défendent. Il y a évidemment tout un chapitre sur l'interaction entre droit de la nature et droits humains dont je viens de vous parler, droit de la nature et préjudice écologique. Enfin, voilà, ça c'est pour la première partie. Et puis la deuxième partie qui contient un recueil d'une 60aine de décisions de cas de reconnaissance des droits de la nature à travers le monde. Et ça a été vraiment ce que je disais, un gros travail de synthèse, d'analyse et synthèse, analyse et traduction, parce que toutes les décisions, toutes les lois ont été rendues dans des juridictions étrangères, bien souvent en espagnol ou parfois en anglais. Et donc, on a synthétisé ça à chaque fois sur 2-3 pages pour offrir un recueil. Et évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais pour montrer tout ce qu'il y a, au-delà des exemples emblématiques qui sont déjà connus du grand public, comme le Wanganui en Nouvelle-Zélande ou l'Atrato en Colombie.
Et donc, je termine sur cette citation du juge Douglas là, que je vous ai cité tout à l'heure sur les droits de la nature. Et j'en ai terminé avec la présentation. Je vous remercie. Bon, merci de votre attention à ces deux exposés qui étaient à la fois denses, riches, avec des contrastes, et donc qui sont aussi des possibilités d'ouvrir à de la discutaille. Mais d'abord peut-être entendre vos réflexions, interrogations, questionnements aux intervenants. Euh, donc, on va prendre peut-être quelques questions qui viennent de la salle et puis demander à Sabine, mais qui n'en a pas. Donc, c'est donc à la salle de pouvoir interroger et questionner les présentations qui nous ont été faites. Ok, écoutez, merci déjà beaucoup pour l'ensemble et la qualité de ce qui nous a été présenté ce soir. Vraiment, merci aux intervenants et à cette belle initiative de la Ligue des droits de l'homme. Moi, il y a une question que je me pose. Les deux présentations sont très différentes, hein, complémentaires, certes, un peu différentes. La première est très juridique, la deuxième m'a fait un peu peur au départ. Elle me rassure plutôt à la fin, et tant mieux. Il y a un concept tout de même que j'aimerais qu'on puisse préciser à un moment donné dans ce que vous avez évoqué, notamment dans la première présentation, notamment sur la question des biens communs. J'ai bien compris l'enjeu des biens communs, comment on peut défendre la notion des biens communs dans la deuxième présentation, dans la première présentation, sur le niveau juridique que vous avez apporté sur la question des biens communs. Aujourd'hui, j'ai du mal à distinguer comment on peut justement les qualifier juridiquement, et notamment avec qui, sachant que ici, nous avons la mer qui est juste là, nous avons des cours d'eau, mais vous avez parlé de différentes territorialités. Si on considère que l'environnement appartient à tous et à la planète, à partir de quelles frontières? La question des frontières aussi, nécessairement, est évoquée dans cette question des biens communs. Et si je vais plus loin avec l'affaire de tous, et ce que vous évoquez avec Total, notamment dans ce qu'on voit aujourd'hui, forcément, cette question des frontières et presque de guerre apparaît en contrepoint finalement dans ce type de notion avec la défense, notamment de ce qu'on a besoin pour vivre aujourd'hui et demain. Alors, cette question des biens communs, je la trouve géniale, mais je ne sais pas du tout comment la conceptualiser juridiquement. Voilà ma question. Je peux peut-être commencer à répondre. Effectivement, en fait, la notion de bien commun et de commun, c'est tiré en fait de la théorie économique au départ. C'est en fait l'analyse de modes de gestion de ressources, voilà, et de leur préservation par des collectifs, donc notamment les travaux d'Elinor Ostrom qui a eu le prix Nobel d'économie, un équivalent. Et en fait, c'est une notion qui est utilisée de plus en plus largement par des économistes, mais aussi maintenant par des gens qui ont une question juridique. Et effectivement, c'est une notion qui est encore assez souple au sens où, par exemple, moi, j'ai tendance à considérer que l'affaire du siècle, c'est une forme de création d'un commun vis-à-vis du climat, puisque, en fait, des associations qui se revendiquent de la défense stable, disons, mais d'autres choses aussi, puisqu'elles défendent, et c'est assez intéressant de voir dans les arguments de l'affaire du siècle, qu'il y a énormément de choses qui sont des défenses et de la volonté de créer des droits humains. Donc il y a un lien qui est fait entre les deux. Mais on peut considérer que c'est cet intérêt à agir, d'ailleurs qui a été reconnu à notre affaire à tous, même s'il n'avait pas l'agrément devant la juridiction administrative, qui crée une forme de vigilance par rapport à un commun qui est le climat, qui fait que c'est reconnu devant une juridiction et qu'on parvient à un résultat. Alors bon, on peut se demander quelles sont les conséquences de la décision du administratif,
mais qui aboutit quand même à une forme de reconnaissance d'un besoin de protéger. Donc en fait, voilà, moi j'aurais tendance à englober un certain nombre de processus qui sont à l'œuvre aujourd'hui, à la fois dans les reconnaissances parfois d'entités naturelles, mais aussi simplement par les recours qui sont faits au nom du climat. Il s'agit de la défense de biens communs. Voilà. C'est une notion qui est englobante, qui pour le moment a pas de. On pourrait considérer qu'il faut aller plus loin, et par exemple, de même qu'il y a eu justement au moment du projet de révision constitutionnelle l'idée de mettre la protection de l'environnement directement dans la Constitution, il pourrait y avoir une référence à la protection à la préservation des communs environnementaux dans la Constitution. En fait, ça dépend du niveau qu'on lui donne. Nous, on ne travaille pas directement sur la notion des communs. D'ailleurs, on dit plutôt les communs naturels et non pas les biens communs, parce que bien, ça renvoie toujours à cette notion d'anthropocentré, d'appropriation. Mais il y a Benjamin Corriat qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Je vois d'ailleurs ses livres là en vente. Et on avait fait justement une intervention avec lui. C'était en gros commun naturel versus droit de la nature. Bon, lui, évidemment, penche plutôt, défend l'idée des communs. Nous, on pense que c'est complémentaire. Enfin, rien n'empêche de reconnaître un statut à une rivière en disant bon, bah, cette rivière, c'est un commun naturel. Donc, c'est-à-dire ressources partagées avec tout ce que ça implique. Et de dire en même temps, bon, bah, elle a la personnalité juridique, c'est un sujet de droit. Si jamais elle est polluée, on pourra agir en justice en son nom pour défendre ses intérêts. Mais c'est en construction, c'est en réflexion, hein, évidemment. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut un peu considérer sur cette notion, entre autres sur la notion de commun, c'est que la situation dans laquelle on est nous oblige à repenser un certain nombre de nos fondamentaux. Et que pour pouvoir répondre aux défis dans lesquels on est, il y en a. Alors, la notion de commun en est une de ces manières de pouvoir repenser les choses et de voir comment on peut les repenser à la fois du point de vue juridique, mais aussi du point de vue des dynamiques sociales que ça génère, du point de vue de ce que ça tisse en termes de liens sociaux, de ce que ça détricote. Mais il y a aussi d'autres dimensions sur lesquelles on pourrait revenir aussi, sur lesquelles il y a à repenser un certain nombre de nos fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire de penser les limites de la Terre? Mais c'est un truc qui est quand même insensé, quoi, puisqu'on a assuré et on a été pendant plus de 2 siècles dans un développement que l'on pensait justement infini et qu'on nous promettait comme infini. On appelait ça le progrès. Tu parles, je t'en fous, oui. Ça quand même, ça se retourne quand même globalement. Donc, il y a cette question-là. Et puis, il y a la question aussi, alors, sur la question de qu'est-ce que Lionel disait, mais aussi Marine, on est en interdépendance. Mais on est en interdépendance pendant plusieurs siècles aussi. On nous a raconté que ce qu'il était important de faire, c'était de construire nos indépendances. Ben oui, mais, et de se situer absolument comme étant en rupture. Alors, en indépendance de frontières, mais aussi de construire notre rapport à la Terre comme la Terre étant notre terrain de jeu et notre terrain d'aventure. Et on ne demandait jamais rien aux abeilles ou à n'importe qui pour pouvoir bousiller un certain nombre de choses du moment que ça servait nos indépendances. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que ça ne sert pas du tout nos indépendances, ça nous amène dans le mur. Mais qu'est-ce que ça veut dire de penser notre interdépendance? Ça veut dire forcément qu'il va falloir s'auto-limiter. Il va falloir que se dire que nos rêves de grandeur et de surpuissance, il va falloir les altérer. Ouais. Ben, c'est 2 conditions absolument déterminantes qu'un philosophe du XXe siècle, Cornelius Castoriadis, assignait à la démocratie.
il n'y a pas de démocratie sans auto-limitation et sans altération. Donc c'est bien des enjeux dans lesquels nous sommes, avec lesquels il va falloir apprendre. Moi, au niveau juridique, je me demandais quelles étaient les peines possibles pour les entreprises commettant un écocide. Un Alors, écocide, même, je sais que ça n'existe pas, mais ouais, voilà, pour le moment, il y a pas pour le moment, l'écocide n'est pas reconnu. Mais pour le moment, les sanctions, c'est vrai, ne sont pas très dissuasives en droit de l'environnement. Pour prendre un exemple, pas du tout un écocide, hein, je crois que c'était Leclerc qui avait donc construit un autre centre sans autorisation, donc en détruisant une zone humide et qui a écopé d'une amende, je crois, pour pas avoir obtenu l'autorisation environnementale de 600-800 euros. Et ouais. Un autre exemple, il y avait eu des épanchements de béton ou de ciment dans la Seine, et je crois que les amendes, Lafarge, oui, et les amendes encourues étaient là aussi, et surtout par rapport aux capacités. Pour en revenir aux écocides et au fait que ça n'a pas été pris en compte comme crime, est-ce qu'il y a des crimes contre la nature ou contre l'environnement qui sont pris en compte comme crimes où il n'y a rien et c'est que des délits pour l'instant? Oui, c'est ça, on n'a que des délits environnementaux. Enfin, déjà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le droit pénal, on a 3 catégories, les crimes, les délits et les contraventions. Et en droit pénal de l'environnement, on n'a que des délits environnementaux ou parfois des contraventions. Et donc, c'est tout l'intérêt de créer un crime. Mais là, ça demande vraiment de repenser tout le droit pénal de l'environnement, de faire des profondes réformes, des structures de fond. Parce que de toute manière, notre droit pénal érige en tant que crime toutes les infractions qui vont être contre les personnes, les biens, la nation. Donc en fait, quand on veut créer un crime contre l'environnement, comme l'écocide, ça implique avant tout de repenser quelles valeurs on accorde à l'environnement pour qu'il mérite d'être érigé pour que son atteinte mérite d'être érigée au rang de crime. Et donc c'est tout l'enjeu avec la reconnaissance du crime d'écocide. Si. Bonjour. Moi, je pense qu'il y a un petit problème parce que on voudrait bien punir les crimes. Déjà, il faudrait que ça devienne des crimes parce que pour les générations futures, ça serait important qu'ils aient une planète comme nous, on l'a connue. Et je cherche. Alors, oui. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de favoritisme. Par exemple, les gens fortunés qui construiront dans les endroits qui devraient être interdits, car c'est naturel, eh ben, ils vont être punis, mais enfin, pas vraiment punis. Comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est pas des grosses sommes, c'est pas puni comme des crimes. Et en plus, ils peuvent recommencer par l'argent, ils montent leur argent et ça passe. Alors que, imaginons quelqu'un du coin va vouloir construire une maison dans une forêt, ben on va lui dire ben non, vous pouvez pas, c'est interdit, c'est un crime contre la nature. Donc il y a un genre de paradoxe en quelque sorte, parce que on nous dit de pas construire dans les forêts et des personnes fortunées vont construire dans les forêts, par exemple, ou utiliser les ressources naturelles ou la mer, par exemple, comme le port, ben, personne va leur dire que c'est pas bon. Alors que nous, si par exemple moi je dis je vais faire un mini port, eh ben, on va me dire que ça va pas, monsieur. Donc Oui, peut-être simplement, c'est assez vaste ce que vous dites, parce que c'est un peu les questions qu'on peut se poser sur la façon dont le droit est utilisé de manière générale. C'est-à-dire que le droit, c'est une création humaine, et donc il a tendance quand même à représenter aussi les rapports de pouvoir. Et donc effectivement, moi je pense que le droit de l'environnement, alors même s'il y a il consacre un certain nombre de préservations
d'écosystème, il est quand même aussi influencé par ces rapports de pouvoir et ces rapports économiques. Et effectivement, on va plus souvent faire une entorse à un principe quand celui qui souhaite faire une entorse à ce principe, il a les moyens à la fois économiques, mais aussi de démontrer en droit que ce serait justifié. Et ça nécessite aussi des moyens économiques. Et ça, c'est le fonctionnement du droit de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à consacrer dans le droit des protections, des droits. Voilà, ça marche aussi pour les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ils sont respectés dans une mesure relative du fait du fait que il y a des personnes qui ont plus de capacité d'attenter aux droits des autres. Et donc, évidemment, c'est pas parfait. Pour autant, la défense des droits, ça permet aussi à des personnes qui sont en situation plus faible de faire valoir justement devant une juridiction quelque chose. Donc, c'est pas non plus complètement désespéré. Mais je suis d'accord, moi, simplement pour terminer, je suis d'accord que c'est une des questions d'ailleurs que moi je me pose par rapport à la question de la reconnaissance des entités naturelles. C'est le fait de savoir est-ce que quand on se pose la question de représenter une entité naturelle, il ne va pas y avoir aussi les mêmes captations à l'œuvre, c'est-à-dire que ça pourra être des intérêts puissants qui vont réussir à faire parler l'entité naturelle et du coup à aboutir à ce qu'elle puisse être facilement exploiter le cas échéant. Donc moi, c'est effectivement une question que je me pose. Oui, effectivement, le rapport de force n'est pas équilibré et on sait aussi que 10% des personnes les plus riches produisent 50% des émissions de CO2. Après, au niveau du lobbying aussi, le poids des intérêts privés, des conflits d'intérêts est très fort. Les lobbies industriels dépensent des fortunes chaque année pour empêcher toute progression des lois environnementales. Et ça, justement, c'est ce qu'on essaye avec l'Écocide, c'est réguler les activités des multinationales et les droits de la nature, c'est équilibrer le rapport de force, permettre à l'entité naturelle de se défendre en justice. Et ça pose la question, évidemment, tu le mentionnes Lionel, mais qui va être légitime, habilité à représenter cette entité naturelle à la justice, à être le gardien, le traducteur, le représentant, peu importe le terme qu'on utilise. Et ça aussi, on aborde ce point dans l'ouvrage les droits de la nature vers un nouveau paradigme de protection du vivant. Comment on choisit ces traducteurs, ces gardiens, ces représentants pour qu'ils puissent représenter, défendre au mieux les intérêts de la nature. Et on pense qu'il faut justement à la fois des juristes, des scientifiques, des riverains, des citoyens. Je te laisse compléter si tu veux. Non, moi c'était juste une réflexion plus générale, c'est que je pense que alors il y a un autre philosophe que celui que j'ai cité tout à l'heure, mais un copain du premier, qui s'appelle Paul Ricoeur, très dévoyé par un président de la République, qui disait que le droit n'est pas le juste. Et oui, le droit n'est pas le juste, mais je pense que vous avez raison de tenir cette tension-là et de temps en temps de s'indigner que le droit ne soit pas le juste. Et si vous voulez poursuivre votre indignation, moi je vous invite à venir nous rejoindre à la Ligue des droits de l'homme, parce que c'est une des questions qui nous agite le ciboulot quand on travaille, par exemple, sur la question de l'injuste sur la frontière franco-britannique. Donc, c'est une bonne question. Il y avait 2 interventions. Moi, ce soir, j'ai beaucoup entendu dans vos interventions droit humain. Voilà, droit humain, droit commun. Et du coup, je m'interroge sur l'intitulé, la notion de la Ligue des droits de l'homme. Je ne suis pas féministe, hein, mais j'y tiens voilà, à la place de la femme. Et je me dis, quand on entend droit de l'homme, moi, ça m'interpelle. Et je ne suis pas la seule que ça interpelle notamment les générations futures. Voilà, sur pourquoi juste l'homme. Voilà, l'homme. Pourquoi pas les droits de l'homme et de la femme. Et si je veux pousser un petit peu plus loin, pourquoi pas les droits humains universels. Voilà, puisque j'ai entendu parler de frontières, j'ai entendu parler de limites, j'ai entendu parler de droits communs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a
il y a des mots qui sont extrêmement importants, qui sont importants aussi pour ceux qui viennent après nous. Voilà. Et pour moi, le mot humain, il est extrêmement important puisque ça gomme des barrières, hein. Ça gomme aussi des clichés, ça gomme beaucoup de choses, ça gomme des origines. Voilà, ça gomme aussi, on parle de lutte contre les discriminations, mais à un moment donné, il faut aussi donner la place à cette lutte contre les discriminations. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à ce que j'ai entendu, mais humain, universel. Et j'ai entendu aussi la solidarité. La solidarité, elle commence où? Elle s'arrête où? Et moi, je prône pour une solidarité universelle. C'est une question peut-être d'abord à Oui, la Ligue. pas de problème. Oui. Non, à la Ligue. À la Ligue. Parce que c'est un débat. Oui, non, ça fait pas partie des récent. choses qui sont d'ailleurs discutées au sein de la Ligue. Hein, et moi, je trouve que c'est une bonne question. En fait, la Ligue, c'est dénommé Ligue des droits de l'homme, et enfin, les comme ça usuellement, parce que quand elle s'est créée, c'était une référence directe à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et celle de 1793 aussi. Donc, en fait, son intitulé complet, c'est Ligue de défense des droits de l'homme et du citoyen. Alors, effectivement, dans la langue, la façon dont on conçoit les appellations à la fin du XVIIIe siècle, c'est pas très, disons, paritaire. Voilà, c'est quelque chose qui est hérité de l'histoire. Moi, j'ai pas de. Enfin, je trouve ça intéressant de se rapporter à l'histoire longue justement de la défense des droits. J'ai rien contre les autres dénominations de défense des droits de la personne humaine. Alors le problème des droits humains, c'est que, c'est souvent quelque chose qui est mis en avant, c'est que c'est en français, c'est un peu étrange parce que l'adjectif humain veut pas forcément dire de l'être humain. C'est si on dit les droits en tant que c'est de l'être humain, et du coup si on accole humain, on a l'impression que c'est autre chose que des droits qui sont associés à voilà, bon, ça c'est des débats qui. En fait, ça veut dire que c'est en fait c'est humain au sens non, non, c'est en fait, Ce que ça tente de dire, c'est que droit de l'homme, ça fait une nomination. Alors cette nomination, même si on dit à la LDH, on dit avec un H majuscule, hein, et on n'aime pas quand droit de l'homme est écrit avec un H minuscule, parce que ça renvoie à ce moment-là la catégorisation. Le H majuscule vient signifier pour nous que ça englobe l'ensemble. Mais évidemment, c'est un problème. C'est un problème qui est effectivement, on peut se dire qu'on pense à ces questions-là parce que la question de l'émergence de la femme est venue dans la deuxième partie du XXe siècle. Mais comme avant, ces questions-là ne se pensaient que peu. Donc aujourd'hui, on y pense. Il y a un certain nombre d'associations qui ont fait la bascule. Mais ce que ça vient dire, si on dit droits humains, ça sort la question, on met un adjectif et on accole un adjectif à droit. Et on ne désigne plus une catégorie de population. On ne la désigne plus en la nommant. Donc, est-ce qu'il faut mettre des droits des humains, des êtres humains, etc. Mais je pense qu'il sera, et effectivement, moi je suis de ceux qui pensent qu'il est important de continuer à mettre un nom à côté de droit et pas un adjectif qui n'a pas du tout
la même importance et la même ampleur de signification et de mobilisation possible. Mais c'est un débat, et c'est un débat qui existe au sein de la Ligue des droits de l'homme en ce moment, de façon importante. Donc, dont l'issue n'est pas tranchée. Merci. Merci pour cette présentation, merci pour le débat. Je me pose une question. En France, quand on veut mettre en place un grand projet, on est tenu de réaliser une étude biologique, enfin contextuelle, pour savoir si on va détruire des espèces, etc. Ce qui amène derrière, éventuellement, si on détruit un biotope, on va amener à mettre en place une compensation. On détruit un biotope de grenouilles, on va réimplanter ces grenouilles ailleurs. Donc, est-ce que c'est généralisé que la France? Quelles sont les limites de ça? Est-ce que si on passe à côté, on est suffisamment Alors, moi, je ne suis pas un technicien de la compensation, mais moi, ce que je vois, c'est que c'est une logique qui est un peu la même que celle de l'idée de capital naturel, où on a quelque chose qui est substituable. Et en fait, les milieux ne sont pas vraiment substituables. Quand on détruit un milieu, il disparaît. Et quand on essaie d'en créer un autre, ça ne va pas être forcément de la même qualité au sens de la biodiversité. Ce qui est intéressant, moi, c'est que je trouve que devant les juridictions, de plus en plus, la question de la compensation se pose aussi, pas uniquement, on a tel disons, espace naturel qui existe, on va faire un espace d'une superficie équivalente, mais se pose un peu aussi en termes de, on avait telles espèces qui étaient présentes, telle richesse de la biodiversité, et ce qui est proposé là dans le projet, qui est de planter des arbres, par exemple, c'est pas équivalent parce que les arbres, ils sont et que vous avez détruit les arbres beaucoup aussi. Par exemple, dans les décisions récentes à Aubervilliers, je ne sais pas si vous voyez, il y a des jardins ouvriers qui ont été détruits en partie pour des travaux en vue d'équipements autour de la piscine olympique qui est prévue près du métro de Fort d'Aubervilliers. En fait, c'est des équipements un peu de luxe, il y a un solarium, voilà, c'était pas nécessaire à la construction de la piscine olympique, mais donc ça a permis de prendre de la place sur ces jardins ouvriers et donc de détruire. C'était très intéressant, surtout qu'Aubervilliers, une des communes en Île-de-France qui a le moins d'espace naturel, c'est moins de 4 mètres carrés par personne, alors que les normes européennes, c'est 9. Voilà, c'est une situation particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que la juridiction a considéré que ça ne correspondait pas, que ce qui était présenté comme compensation d'espaces verts ne correspondait pas à la situation extrême. Et donc, de plus en plus, les juridictions s'intéressent quand même à quelque chose d'un peu concret en matière de compensation ou de destruction de. C'est juste un exemple. C'est vrai que le droit de l'environnement, c'est gouverné par le principe ERC, éviter, réduire, compenser. Maintenant, pour compléter ce que dit Lionel, c'est vrai qu'on ne peut pas toujours compenser, remettre en état. Quand on a détruit une zone humide, quand on a détruit une espèce, on a pollué l'air, c'est un mythe. Il faut en arrêter avec le mythe aussi de la réparation. Juste ce que je voulais dire. Et vous ne pouvez pas. Alors en fait, je voulais dire que je veux pas dire que le combat de vouloir rendre le mot écocide est illégitime, mais je pense qu'il y a un autre moyen qui serait un peu plus peut-être un peu plus facile et plus pratique, c'est de rendre des terres comme par exemple l'Amazonie inaccessibles à des entreprises comme par exemple Nutella, parce que je pense que si c'est rendu comme écocide, peut-être que la monde sera
l'amende sera plus élevée ou peut-être même que l'entreprise va fermer. Mais c'est un point de non-retour, c'est que les arbres sont quand même arrachés. Donc est-ce que ça serait pas plutôt une bonne idée, enfin une meilleure idée de rendre inaccessibles ces terres par des entreprises comme Nutella? Comment? C'est ma question. Effectivement, l'écocide, c'est comme le préjudice écologique. On se situe dans l'après. Par définition, le dommage a déjà eu lieu. Donc l'écosystème, l'entité naturelle a déjà été détruit. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Il faut quand même pouvoir punir et poursuivre les auteurs de ces infractions du préjudice écologique, ou alors si c'est un dommage très étendu, grave et durable de l'écocide, avec des sanctions dissuasives, des amendes dissuasives. Et effectivement, en amont, on peut trouver des solutions pour prévenir, notamment, c'est vrai, ce qui se fait, les communs naturels, on en revient là. Les droits de la nature aussi permettent d'agir en amont dès lors qu'il y aurait une atteinte. Bon, alors, il faut savoir qu'en droit de l'environnement, on a évidemment déjà des mécanismes qui existent, hein, avec le référé suspension, etc. Mais effectivement, la mise en commun de ces grands espaces naturels pourrait être un moyen d'y échapper. D'ailleurs, c'est ce que fait l'ASPAS, l'Association pour la sauvegarde de la protection des espèces sauvages, enfin, je ne sais plus l'acronyme, mais qui a racheté 500 hectares juste pour le réensauvagement et c'est interdit aux chasseurs. Voilà, c'est juste pour que les animaux puissent en profiter. Oui, peut-être justement sur la question des aires protégées, alors d'un nouveau type, mais justement en Amazonie, il y a un certain nombre de peuples autochtones à qui on ne demande pas leur avis justement pour l'exploitation et la déforestation de l'Amazonie. Ça pourrait être une façon aussi de les associer vraiment à la façon dont le territoire évolue, est équilibré, voilà, et la façon dont eux conçoivent aussi leur intégration à leur écosystème. Et ça, c'est quelque chose qui serait effectivement aller dans le sens d'un commun qui intègre aussi les populations autochtones. Et alors, le risque, simplement, avec la vision de la conservation, et ça, on le voit par ailleurs, c'est que les zones protégées, et là, je ne parle pas par rapport aux multinationales, mais de manière générale, les zones protégées, elles deviennent protégées pour tout le monde, et ça peut être aussi un instrument du fait de négociations internationales, la création de parcs naturels pour priver des populations autochtones de leur territoire, de leur capacité à mener leur vie dans un territoire, simplement, en fait, ça servit de prétexte pour considérer que elles atteignent à l'écosystème, alors que très souvent les populations autochtones justement sont beaucoup plus capables de faire face aux enjeux de respect et d'équilibre des écosystèmes. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement associatif aussi, notamment de l'association Survival, qui met en avant le risque que porte le fait de vouloir étendre des aires protégées sur des territoires de populations autochtones sans leur demander leur avis. C'est un très bon point. Ça, à l'international, c'est critiqué par Survival, qui disait, parce qu'en général, on exclut les populations autochtones, alors que ces peuples autochtones nous ont pas attendus, nous, pour protéger leurs terres. Ils savent déjà le faire depuis des millénaires, des siècles. Un point aussi sur les aires protégées en France. Là aussi, on en parle dans le livre, dans notre ouvrage. Les aires protégées, ça comprend les zones Natura 2000, les réserves naturelles, les parcs nationaux, mais on se rend compte en fait que ces aires protégées, la législation à l'intérieur, elle est bien souvent trop permissive, de sorte qu'il n'y a pas vraiment de réel bénéfice entre l'intérieur de cette aire protégée et l'extérieur. Par exemple, dans les aires protégées, on va autoriser l'utilisation de pesticides, la chasse va être autorisée dans certaines aires protégées, donc à moins de bénéficier d'une protection très forte, très renforcée, qui va exclure toute activité humaine, et ça c'est rare, il n'y a pas vraiment de bénéfice. Bonjour. Donc, moi, j'avais une question. C'est que vous parlez énormément des conséquences énormes. Donc, vous avez parlé d'écocide, même si ça n'existe pas encore. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle en tant que jeunes
et à l'échelle de la LDH, par exemple, pour l'écologie, vu que c'est un projet qui vous tient à cœur? Oui, typiquement, enfin, la façon dont on peut se mobiliser, c'est quand il y a des projets en matière environnementale, hein, je parle. Quand il y a des projets qui portent atteinte à l'environnement sur un territoire, se mobiliser pour montrer que les citoyens ne sont pas suffisamment informés, donc éventuellement aider les associations qui cherchent à informer les citoyens des conséquences sur leur vie. Voilà, permettre que les personnes qui souhaitent s'exprimer ne soient pas empêchées de le faire, parce que c'est le cas. Donc, par exemple, la Ligue des droits de l'homme, elle a pu participer à la fois faire des rapports sur le harcèlement dont faisait l'objet des militants de la part de la police, voilà, de la part de entreprises, éventuellement instruire directement des recours contre certaines pratiques, contre certains projets. Association qui font, enfin, Marine parlait d'actions totales, groupe. Ça, c'est des possibilités d'action. Et puis, voilà, il y a la possibilité de se mobiliser aussi, et des choses larges de mobilisation sur le climat, différents modes d'action suivant les associations pour appeler à la conscience publique sur ces enjeux. Moi, je dirais merci de cette formidable question. Merci de cette formidable question. Et si vous le voulez, et ce n'est pas une plaisanterie, hein, vous nous laissez vos coordonnées. Et je vous garantis qu'on vous appelle, qu'on vous joint, les uns et les autres, parce qu'à la Ligue des droits de l'homme, on a un groupe de travail qui est un groupe de travail qu'on a appelé sur le même titre que les conférences, dérèglement climatique, droits de l'homme, droits du vivant, pour penser ces questions-là et pour voir comment localement, sur quoi localement, on avait à se bagarrer. Donc, et venez nous aider, parce que ça nous fera respirer un peu jeune, si, ce sera bien. Et puis, donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Hein. Donc, merci de votre question. Et voilà, mais on a une table là avec de la documentation. On va y être. Laissez vos coordonnées. On vous rappelle et on se met au travail. Pas de souci. Hein? Pas de souci, formidable. Merci. Pour compléter, c'est vrai, rejoindre une association, c'est super parce que vous allez donner une dimension collective à votre engagement. Et alors après, vous faites en fonction de vos affinités. Ça peut être effectivement la LDH. Nous, notre affaire à tous, on est surtout des juristes. Donc, si vous êtes étudiant, après, vous pouvez aussi très bien en parler à vos professeurs, vos enseignants pour nous faire intervenir, intervenir des militants associatifs pour expliquer tous ces enjeux autour de l'environnement, autour du climat qui ne sont pas assez enseignés dans les programmes scolaires. Si vous aimez le terrain, vous pouvez aussi vous engager chez Extinction Rebellion, qui cherche toujours des membres pour faire des actions de désobéissance civile. Il y en avait encore pas plus tard qu'hier devant le siège de Total. Hein. Ils se peignent les mains en rouge et ça, à chaque fois, ça permet d'alerter l'opinion publique. C'est relayé ensuite par les médias. Ça peut être aussi d'aider de rejoindre des collectifs locaux. C'est toujours bien de toute manière de relayer les informations sur les réseaux sociaux, signer les pétitions. Rien que ça, déjà aussi, c'est bien. Moi, c'est plutôt une réaction, du coup, que Rose a dit tout à l'heure. Ça va peut-être paraître un peu brut, mais moi, quand on me dit oui, ils s'assoient, oui, ils font des pétitions, est-ce que, au point, on va dire quasiment de non-retour où on est arrivé, est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que nous, on va vraiment avoir un impact sur ce qu'on est en train de faire à notre âge, en fait? Est-ce que ça va servir à quelque chose? Ben, oui, je pense que, effectivement, il y a une urgence qui est claire dans plein de domaines. Après, je pense que ce qu'il faut penser, si on est quand même un certain nombre à percevoir le danger, c'est que c'est perceptible par tout le monde. Donc il y a cette idée qu'on peut quand même convaincre une majorité qu'il faut
faut agir et qu'il faut faire face aux risques posés par le réchauffement climatique, par la perte de biodiversité, etc. Alors, c'est pas une panacée, mais il y a plein de façons de faire. Enfin, c'est aussi élire des dirigeants qui sont concernés par ces sujets, les pousser, aller voir les représentants aussi qui sont élus et les mettre face à leurs responsabilités. Ouais, pour élargir, reprendre votre question, au point de nous retourner, est-ce que ça sert à quelque chose de se battre, de s'impliquer? Je suis sûre qu'on s'est tous posé une fois au moins cette question, à quoi ça sert de se battre? Des fois, on n'a pas envie de se lever. L'éco-anxiété aussi, qui est de plus en plus présente chez vous, chez nous. Donc parfois, on se dit, c'est vrai, à quoi bon? Ben, en fait, si, il faut quand même se dire que si on faisait rien, l'état serait bien pire et que chaque demi-degré compte. Se battre compte, en fait, il faut continuer à participer à construire le monde de demain, tout simplement. Et les pétitions, pour en revenir à votre question plus précise sur les pétitions, c'est sûr qu'en soi, on pourrait croire que ça sert à rien, mais en fait, c'est un outil de com, ça peut toujours aider. Comme quand on a fait dans l'affaire du siècle cette pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures, bah ça, c'est un énorme outil, ça fait une pression en fait sur les juges, sur les politiques. On leur dit, regardez, tout ce monde qui nous suit, on n'est pas seul. Donc si, évidemment, il faut continuer à relayer les pétitions, à les signer, à les soutenir, parce qu'à chaque fois, ça contribue à alerter l'opinion publique. En tout cas, moi, ce que je trouve assez formidable, c'est que dans vos interventions, et que cette soirée-là se continue, se termine sur une réflexion sur mais comment on va se mobiliser. Comment on va se mobiliser? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que les pétitions, est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou est-ce que c'est autre chose? Alors réfléchissons-y. Regardons ensemble ce qu'il faut faire. En tout cas, ce que nous savons maintenant, c'est que effectivement, on ne peut pas continuer à aller dans le mur à la vitesse où on y va. Donc, il va falloir endiguer le cours de cette avancée invraisemblable dans le mur. Et c'est pas seulement la question, et ça va être beaucoup plus évidemment, la question préoccupante des générations qui montent, de la vôtre et de celle de vos enfants, que de la mienne, parce que je n'en vois que les émergences de ce truc-là. Mais il faut qu'on s'y mette, de regarder si les pétitions, c'est le bon moyen. Eh ben, probablement que dans certains cas, c'est le bon moyen, probablement que dans d'autres, il faut aller sur d'autres modes d'action, mais regardons-les ensemble et allons-y. Et allons-y, agissons, travaillons. Mais cette invitation-là que vous nous faites à aller travailler, ben on la relève, mais on la relève ensemble. J'ai deux questions qui peut-être n'en font qu'une. Vous avez parlé de harcèlement et je crois que vous aviez même parlé de tentatives de meurtre ou de meurtre sur des personnes qui font des manifestations pour l'environnement, etc. Et du coup, je voulais savoir quels étaient les motifs des personnes qui commettaient ces crimes. Et ensuite, je voulais déjà ça, et je vais revenir à ma deuxième question après. Alors, sur les cas de harcèlement et d'assassinat, alors, les assassinats en France, sauf à considérer que, par exemple, la mort de Rémi Fraisse, qui était quand même dans une mobilisation en matière environnementale et un assassinat, bon, ça pourrait se discuter, mais quand même, c'est un défenseur de l'environnement qui est mort dans un cadre où il y a eu une intervention du pouvoir public pour mettre fin à une occupation. Alors, il y a énormément de défenseurs de l'environnement qui risquent leur vie, notamment en Amérique du Sud, et c'est ce qu'on voyait, notamment en Amazonie, au Mexique. Voilà, et c'est souvent alors, pas généralisé, mais c'est souvent des sortes de milices privées, ou voire parfois
polices qui sont au service de multinationales, voilà, qui peuvent voir que des personnes qui cherchent à informer sur les conséquences sur l'environnement et les populations de projets écocidaires, qu'elles se taisent. Ça peut être une situation. En France, pour donner peut-être un ou deux exemples, par exemple, ces derniers mois, en Bretagne, il y a un certain nombre de journalistes qui ont cherché à publier des informations sur des pratiques dans l'industrie terre. Hein. Et il y a une Morgane Large, qui est une journaliste dont les boulons de sa voiture ont été sabotés, et donc elle a roulé pendant un moment avec ses enfants, je crois, dans une voiture qui risquait de partir dans le décor. Voilà, donc c'était clairement un acte de sabotage qui a tenté à sa vie. Bon, après, elle s'en est rendue, mais voilà, c'est des choses, des pratiques comme ça. Sur le harcèlement, on peut citer la Ligue a fait un rapport là-dessus en 2019 sur la situation qui a été faite aux opposants à l'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, donc c'est l'est de la France. Donc il y a un projet d'enfouissement de ce qui reste à la fin de toutes les opérations d'utilisation du combustible nucléaire dans les centrales. L'idée que si on met ces déchets très très profonds, c'est là qu'ils sont moins dangereux. Alors, ça n'a jamais été fait, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Et donc il y a ce projet, et il y a des opposants qui sont nucléaires, et en fait, à la suite notamment d'une manifestation contre des pratiques de l'autorité qui est chargée de gérer la préparation de cet enfouissement, il y a eu un harcèlement, un déploiement de moyens policiers et judiciaires très importants pour empêcher en fait les militants contre ce projet de s'organiser, de fonctionner sur le plan associatif, simplement à pouvoir se tenir. Il y a eu notamment des décisions qui ont été prises dans le cadre d'instructions judiciaires pour association de malfaiteurs. Ça, c'est quelque chose qui est issu de législation plutôt pour poursuivre les réseaux de drogue, etc. Et donc, des décisions ont été prises dans le cadre de l'instruction pour les empêcher en fait, d'aller à tel endroit ou de se réunir. Et donc ça, évidemment, quand on est un groupe militant qui cherche à s'organiser de manière collective, c'est quelque chose qui empêche de s'organiser. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Et finalement, bon, là, globalement, les incriminations qui étaient retenues contre les militants sont trouvées globalement. Lionel là donne plein d'exemples de comment des militants de l'environnement sont effectivement poursuivis, harcelés. Mais globalement, ce qu'on pourrait dire, c'est que d'un côté, que ce soit en Amérique latine, en Arctique, ici, en Afrique, en Indonésie, il y a des gens qui s'échinent et qui se battent pour se dire comment on peut partager les choses là où l'on est. Partager la terre, partager les ressources et continuer à vivre en respectant la terre dans laquelle on est. Et puis de l'autre côté, il y a des gens, beaucoup moins nombreux, mais souvent beaucoup plus puissants, qui se disent comment on va continuer à tirer profit et à pouvoir exploiter et la terre et les gens. Et entre ces deux catégories de personnes, ça lutte, ça se bagarre, parce que les intérêts des uns et les intérêts des autres ne sont pas les mêmes. Et donc cette lutte-là, elle a un nom, elle avait une configuration au XIXe siècle, elle en prend une autre autour de l'écologie aujourd'hui, ça s'appelle la lutte des classes. D'accord. Et du coup, ma deuxième question, c'était par rapport aux entreprises qui font ce genre
qui vont quand même raser une forêt ou bien ce genre de choses, la question c'est genre c'est pour l'économie, je suppose, pour qu'eux ils ont plus d'argent ou plus de quelque chose comme ça. Mais si sur la durée ça marche pas, parce que forcément si dans 3 générations il y a plus personne à qui donner genre je sais pas leur Nutella ou bien quoi que ce soit, ou si leur entreprise est obligée de faire faillite parce que je sais pas ils ont fait fondre les glaciers à force de créer des réchauffements climatiques, et que le truc qu'ils ont fait à cet endroit-là il va se faire submerger, ça servait à rien. Et du coup, même si eux, ils vont peut-être s'enrichir encore plus qu'ils le sont déjà dans leur vie, ça servira pas à grand-chose au final. Surtout que s'ils ont déjà une entreprise, c'est qu'ils sont déjà riches. Du coup, voilà. Ma question. Alors, on se dit que ce sera la dernière réponse à la dernière question. Hein, parce que là, je pense, comme il y en a qui partent, ça commence à s'étioler. Peut-être qu'il faut qu'on conclue et qu'on puisse aussi libérer les salariés de la halle au sucre et qui sont en train d'abonder en heures supplémentaires. Alors, très rapidement, c'est vrai que ces entreprises, elles sont gouvernées par des intérêts financiers à court terme. Et donc, elles ont juste pour but d'exploiter jusqu'à là où c'est possible les ressources naturelles. Donc, après, s'il n'y a plus de forêt indonésienne parce qu'elles auront tout rasé, c'est pas grave, elles iront prendre une autre forêt. Une fois que tous les poissons auront été vidés des océans, c'est pas grave, ils vont se mettre à manger des méduses, hein, ça commence à commencer. Ils feront des élevages de poulpes aussi maintenant, c'est en train d'avoir lieu. S'il n'y a plus de forêt, c'est pas grave, elles vont faire pousser du soja pour nourrir du bétail, des OGM, tout ça. Donc voilà, c'est à chaque fois des intérêts à court terme qui les motivent, ces multinationales, et elles bénéficient vraiment de ce qu'on appelle dans la doctrine une véritable culture de l'impunité. Bon, alors comme j'ai dit que c'était la dernière. Non, mais je ne veux pas rajouter. Non, c'est juste une phrase pour dire qu'effectivement, il y a aussi une croyance dans le fait que l'innovation technique va permettre de trouver la solution, même si on ne l'a pas tout de suite. Et ça, effectivement, c'est désastreux parce que dans une situation donnée, on ne peut pas faire de pari sur ce que vont être les capacités techniques, et ça n'excuse absolument pas le fait de s'en prendre à des ressources et de les faire disparaître en se disant, de toute façon, j'aurai toujours plus tard le moyen d'exploiter par la nouvelle technologie ce qui reste. Bon, donc on s'est dit que c'était la dernière question et la dernière réponse. Donc maintenant, c'est juste de remercier et les intervenants et les participants de leur questionnement, et en particulier, effectivement, les jeunes qui sont venus là avec un nombre de questions et dont on voit véritablement la préoccupation, la mobilisation sur ces questions-là. Donc, encore une fois, merci. Merci. On vous invite évidemment à poursuivre la réflexion avec nous le 27 mai avec Martine Calmet, et en septembre avec David G. Bartoli et Sophie Gosselin, et on l'espère Sarah Van Uxem. Mais aussi, on vous invite, alors évidemment, comme c'est la LDH qui organise, on vous invite, et en particulier les jeunes, à rejoindre ou à prendre contact avec la LDH pour voir comment on peut, sur ces questions-là, se mettre à tricoter, à travailler ensemble sur quelles actions, avec quelles idées, et comment on peut porter ces dimensions écologiques sur le territoire, à l'articulation, en quelque sorte, de la défense de l'environnement et de la défense des droits. Et en ne se disant pas des droits des hommes, des femmes, du vivant, etc., dans des configurations diverses et variées. Donc, à très bientôt. Merci. Et en attendant, bonne soirée. Et la prochaine fois, on n'a pas pu le faire ce soir parce que quand on avait pris contact avec la halle au sucre, la configuration sanitaire ne le permettait pas. Mais la prochaine fois, on espère que la Covid ne nous rattrapera pas et qu'il pourra y avoir un pot après la conférence pour qu'on puisse échanger aussi autrement. À bientôt. Merci à vous.